Dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter une maison au Canada. Quels sont les moyens de le faire et surtout quelles sont les erreurs à ne pas commettre afin de pouvoir prospérer d'un point de vue de patrimoine, mais également d'un point de vue financier. Parce que laisse-moi te dire que dépendamment de comment est-ce que tu vas acheter ta maison, ça peut soit te propulser à un autre niveau, soit même te ralentir et compromettre l'atteinte de tes objectifs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à bâtir un parc immobilier, à développer leur financement et surtout à lancer leur activité, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou même dans le domaine du business en ligne. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à nous mettre un pouce bleu pour remercier l'équipe qui tourne cette vidéo et surtout à laisser un commentaire et de partager cette vidéo à un de tes proches qui souhaite également devenir propriétaire immobilier. Si tu suis mes vidéos, tu as dû voir des vidéos de moi ou même d'autres personnes affirmant que voilà, la résidence principale, c'est pas un bon investissement. Il ne faut pas acheter sa résidence principale, il faut investir avant, il faut investir, louer où tu habites, investir en immobilier à côté, etc. Donc, il y a mille et une façons de faire. Déjà, je vais t'expliquer un peu mon background et surtout où j'ai commencé à investir pour que tu comprennes un peu la situation. Moi, j'ai démarré ma carrière d'investisseur immobilier en France. Il est vrai qu'en France, lorsque tu démarres tes investissements immobiliers, dans la mesure où tu vas faire un achat immobilier résidentiel, pour qui est ta résidence principale, dépendamment de ce que tu achètes et surtout dépendamment du prix d'achat, ça peut peut-être te bloquer. Je te donne mon exemple qui a été le suivant. C'est que lorsque j'ai démarré dans l'immobilier, j'ai d'abord acheté ma résidence principale. Et pour moi, ça a été une très grosse erreur. Donc, j'avais acheté un appartement à l'époque que j'ai revendu bien évidemment par la suite. Mais à l'époque, cet appartement coûtait à peu près 200 000 euros. Et lorsque j'ai acheté cet appartement, j'ai topé ma capacité d'emprunt maximale. C'est-à-dire, je pouvais emprunter que 220 000 euros, 200 000 à 220 000 euros. Et je suis allé chercher la capacité d'emprunt maximum pour m'offrir mon premier bien immobilier qui a été ma résidence principale pendant plusieurs années. Le désavantage que j'ai eu, c'est que ma capacité d'emprunt était au maximum. Donc, je n'avais plus d'espace pour pouvoir acheter d'autres biens. Et au-delà de ça, c'est que ça me coûtait quand même énormément de frais parce que tu as le crédit à rembourser, tu as les charges de copropriété, tu as les assurances, etc. Donc, en termes de mensualité, ça représentait à peu près, je te dirais, un peu plus d'un tiers de mon salaire. Tu vois, un peu plus d'un tiers de mon salaire. Donc, c'était quand même énorme, sachant que j'avais quand même pas mal de charges à côté. Par la suite, j'ai corrigé mon erreur et j'ai appris que en fait, il faut plutôt acheter du locatif, donc acheter des biens immobiliers que tu vas mettre en location avant d'acheter ta résidence principale. Ça, c'est dans le contexte français. Parce que lorsque tu vas acheter des biens locatifs que tu vas mettre en location, imaginons que d'avoir acheté un appartement à 200 000 euros. Si j'avais par exemple acheté 3 ou 4 appartements pour un total de 200 000 euros, donc bien évidemment, ça aurait été des appartements plus petits, par exemple des studios. Ça serait venu augmenter mes revenus. Pourquoi? Parce que certes, j'ai une dette de 200 000 euros, mais à cette dette-là, il y a plusieurs revenus qui viennent en face. C'est plus que, par exemple, je gagne 2500 euros par mois de salaire plus rien du tout. Parce que quand tu as ta résidence principale, tu n'as pas de revenus en face. Mais ça aurait été que je gagne 2500 euros par mois, plus 3 appartements, par exemple, que je loue à chacun 1500 euros par mois. Donc, ça m'aurait fait un salaire brut, par exemple, de 4000 euros par mois avant dépenses, avant charges, bien évidemment. Mais tu vois, dans la mesure où tu investis dans du locatif avant d'acheter ta résidence principale, ça ne te freine pas dans ton ascension en termes d'acquisition de biens immobiliers. Ça, c'est dans le contexte français. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es en France ou en Europe, je te recommande d'abord d'aller chercher du locatif avant d'acheter ta résidence principale. Moi, je te conseille la chose suivante, c'est que tu achètes 1 à 2 biens immobiliers par an pendant les 5 prochaines années. Donc, au bout de 5 ans, tu auras à peu près entre 5 et 10 biens immobiliers. Et le moment venu pour acheter ta résidence principale, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simplement revendre 1 ou 2, voire 3 biens avec la plus-value. Tu récupères également le capital et ça te donne un montant nécessaire pour acheter maintenant ta résidence principale. Maintenant, venons-en au Canada. Ma vision, elle a un peu changé lorsque j'ai migré au Canada parce que je me suis rendu compte que, particulièrement au Canada, c'est que tu peux réemprunter sur la valeur de ta propriété. Maintenant, il ne faut pas se tromper et faire les choses comme la plupart des personnes font, surtout les immigrants. La plupart des immigrants qui arrivent par exemple au Canada, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils vont rencontrer un conseiller financier, un courtier hypothécaire qui va tout de suite leur dire, mais écoute, avec ton salaire de 100 000 $ par exemple, tu peux être éligible à une hypothèque pour acheter une très belle maison. Et on s'entend bien, tout le monde aimerait avoir une très belle maison. Donc la plupart des personnes qui vont arriver au Canada, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont aller tête baissée pour acheter directement
une unifamiliale. C'est quoi une unifamiliale? Par exemple, c'est une maison ou un condo dans lequel ils habitent avec leur famille, etc. Et je suis d'accord par rapport à ça, c'est que c'est bien d'habiter dans un beau logement. Maintenant, dépendamment de tes objectifs, c'est que le fait d'acheter cette propriété-là peut te freiner. Et beaucoup d'immigrants font cette erreur directement d'acheter leur résidence principale. Moi, ce que je recommande pour l'achat d'une résidence principale, c'est de l'acheter comme si c'est un investissement. Je m'explique. C'est qu'il faut en fait que quand tu vas acheter ta propriété, tu analyses cette propriété un peu comme si c'est un investissement immobilier, en respectant les règles suivantes. Numéro 1, est-ce que je gagne de l'argent au moment de l'achat? Ça s'appelle le profit à l'achat. C'est-à-dire, c'est que est-ce que tu l'achètes en faisant un profit après avoir négocié ton bien immobilier auprès du vendeur, ou est-ce que tu l'achètes à prix fort, voire même dans le cadre d'une surenchère, ou même des fois, hein, tu vas avoir des personnes qui sont très émotives. Elles adorent le bien immobilier, elles adorent la maison. Ça ne les gêne pas de mettre quelques dizaines de milliers de dollars en plus pour acquérir cette propriété-là. Et lorsque tu fais ça, ça vient par la suite freiner tes objectifs suivants parce que le plus tu es endetté par ta résidence principale, le moins tu vas pouvoir emprunter davantage pour acheter des biens immobiliers. Donc ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, est-ce que le coût de ta résidence principale, c'est-à-dire hypothèque, assurance, entretien, est-ce que c'est inférieur ou égal au prix de ton logement actuel, c'est-à-dire ton loyer? Si aujourd'hui ton loyer est de 1800 $, est-ce que le fait d'acheter ta résidence principale, quand tu vas payer ton hypothèque, faire ton entretien, etc., est-ce que ça va être plus ou moins le même montant? Advenons que ce soit 2000 $, là encore ça va, tu vois. S'il y a peut-être une différence de 20% de ce montant-là, ça peut être acceptable. Et numéro 3, est-ce que cette propriété te rapporterait de l'argent, c'est-à-dire te générerait du profit, c'est-à-dire un cash flow positif, dans la mesure où tu le loues? Donc il faut que tu te mettes dans la tête que si j'achète cette propriété, si j'achète ma résidence principale, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Comme ça, demain, tu peux l'acheter, y habiter, et advenons que tu veuilles évoluer vers autre chose ou changer de propriété, tu n'as pas nécessairement besoin de la revendre. Tu peux la mettre en location pour acheter autre chose. Ok. La particularité également lorsque tu as une résidence principale ici, c'est que dépendamment de comment tu as acheté, si tu as bien acheté ta résidence principale, tu peux avoir ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. Donc c'est une ligne de crédit adossée à ta propriété qui peut te servir pour faire d'autres investissements. Donc je m'explique, c'est que par exemple, tu as une maison qui vaut peut-être 500 000 $ et dessus tu as peut-être un capital ou une équité d'à peu près 250 000 $. La banque peut t'ouvrir une ligne de crédit plus ou moins égale à ce montant, je vais simplifier, plus ou moins égale à ce montant, que tu peux utiliser pour acheter un deuxième bien. Et c'est là un peu la différence par rapport à l'Europe, où en Europe, tu ne peux pas réemprunter sur la valeur de ta propriété, tu es bloqué. Donc ici au Canada, le choix est un peu mitigé. C'est que dans la mesure où tu veux acheter ta résidence principale, parce que c'est un must pour toi, c'est quelque chose dont tu as besoin pour que ta famille soit à l'aise, etc. Il faut que tu te poses la question de est-ce que ça me rapporte de l'argent au moment de l'achat? Lorsque j'habite dedans, si jamais je dois la louer et si jamais je dois la revendre, est-ce que je vais en tirer un profit? L'une des règles que tu dois également respecter, en tout cas moi c'est mon avis, c'est que quand tu achètes une résidence principale, pour avoir l'esprit tranquille, c'est de prendre un taux fixe. Même si le taux est variable et plus intéressant que le taux fixe, je te préconise de prendre un taux fixe. Comme ça, au moins, tu as une certaine tranquillité d'esprit. Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui ont acheté leur résidence principale lorsque les taux étaient bas à taux variable. Et lorsque les taux d'intérêt ont changé, ils ont dû revendre la propriété. Il y a même certaines personnes qui n'étaient même pas capables de rembourser leur traite bancaire. Et on leur a tout simplement repris leur maison. C'est chez moi au Cameroun on dit le moins cher est toujours cher. C'est-à-dire c'est que c'est pas nécessairement la chose qui coûte le moins cher qui va te rapporter le plus. À la fin de la journée, ce que tu as payé moins cher, finalement ça te rattrape. C'est comme dans tout. Quand tu achètes quelque chose d'occasion ou quelque chose qui n'est pas nécessairement de bonne qualité, tu vas te retrouver à acheter autre chose, soit au même prix pour avoir le même résultat, ou finalement tu vas te dire bon en fait j'aurais dû acheter la chose la plus chère en fait. Et c'est un peu ça que tu dois voir également avec le taux hypothécaire, c'est de prendre un taux fixe comme ça. Tu sais à quoi t'attendre pendant les 5 prochaines années. Il n'y a pas de surprise d'un mois à l'autre, tu te retrouves à payer le double et ça va t'éviter de devoir peut-être revendre ta propriété à perte au profit de quelqu'un qui fait de bonnes affaires comme un investisseur qui va venir te la racheter en faisant un profit à l'achat. Je ne pense pas que tu aimerais te retrouver dans ce type de situation. Donc il faut tout de suite viser un taux fixe. Également, ce que je te préconise pour l'achat de ta résidence principale, c'est dans la mesure du possible d'acheter un immeuble avec plusieurs logements dans lequel toi tu vas habiter en occupant peut-être l'espace le plus grand, donc peut-être ça va être de plus gros logements et le reste tu vas le mettre en location. Ça c'est l'idéal, comme ça tu es un peu entre les deux. Tu as à la fois ta résidence principale et les locataires te permettent également de supporter ton hypothèque pour payer cela mensuellement. Ça, c'est très important, ce que je te dis. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'acheter une résidence principale? Et tu vas voir que mon discours là, a un peu changé par rapport à mes précédentes vidéos à l'époque, notamment lorsque j'étais en France. C'est que la résidence principale, ça peut être un levier très puissant en tant qu'investisseur. Parce que, dépendamment, comme je l'ai dit précédemment, de comment tu achètes ta résidence principale, ça peut te servir de levier pour acheter une autre propriété ou même pour acheter ta
prochaine résidence principale. Moi, je te donne l'exemple, par exemple, d'un client à nous. Il a acheté sa maison. Il a fait pour plusieurs centaines de milliers de travaux dans sa maison. Sa maison, elle a pris, en termes de valeur, elle a pris plus de 600 000 $. Il a pu récupérer à peu près un demi-million lors de son refinancement hypothécaire, qui comprenait sa mise de fonds et également l'argent qu'il a mis dans les travaux. Ça lui a permis de racheter une autre résidence principale, beaucoup plus grosse. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis en location la maison dans laquelle il habitait précédemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait le calcul en amont de savoir, est-ce que si je pars de cette propriété, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Et je trouve ça dommage des fois de devoir revendre une résidence principale pour acheter une plus grosse. Parce que regarde tout l'effort que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis, tous les risques que tu as pris pour au final récupérer. Peut-être tu vas dire que ben oui, peut-être pour lui c'est pas assez, mais quelques centaines de milliers de dollars pour racheter une autre, puis racheter une autre. Pourquoi ne pas les garder, les mettre en location et que ça devienne pour toi un investissement locatif? Et c'est ce que bon nombre de personnes qu'on a accompagnées aujourd'hui sont en train de faire dans le cadre de leur achat de résidence principale. Et c'est important d'acheter une résidence principale au Canada parce que quand tu vois comment les prix montent, c'est juste incroyable en fait. En fait, ça fait limite peur. C'est-à-dire c'est que Sherbrooke, je crois que c'était 60% en quelques années. Quelques années, donc c'est peut-être en l'espace de 3-4 ans. Donc tu t'imagines, ça fait 15 à 20% d'augmentation par an. À un moment donné, je pense qu'il faut couper, acheter ta résidence principale. Comme ça, au moins, tu n'es pas victime de cette frénésie immobilière, du fait que les prix augmentent et au final, que tu ne puisses pas te loger. Parce qu'en fin de journée, même si, tu vois, tu te dis, OK, je vais louer pour investir. Ça, c'est une très bonne stratégie. Louer, investir au maximum. À un moment donné, achète ta résidence principale. Moi, je préconise à tous mes clients d'acheter 2 à 4 biens immobiliers, incluant la résidence principale. Parce que demain, c'est pas dit que ton propriétaire te demande de quitter le logement parce que il a besoin de loger un membre de sa famille. J'ai un ami à moi, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il est actuellement locataire. Toutes les fois, je le vois, je lui dis, mec, achète ta résidence principale. Parce que tôt ou tard, tu vas sauter. Tôt ou tard, tu vas sauter. Parce que dans la mesure où toi, tu sais que ton loyer, il est plus bas que la moyenne du quartier, sachant que le propriétaire, il est propriétaire de plusieurs unités dans le quartier, à un moment donné, et en plus, il a de la famille qui vient de l'étranger. À un moment donné, il va te dire, écoute, sors du logement parce que je dois loger un membre de ma famille. Et c'est là que tu vas te retrouver dans une situation compliquée parce que tu ne t'es pas préparé en amont. Si tu veux en savoir plus, sache qu'on organise un événement tous les mois où je t'apprends d'une part comment aller chercher la mise de fonds et par la suite comment acheter 1 à 2 biens immobiliers par an pendant les 3 à 5 prochaines années. Tu as le lien juste en dessous, tu y assistes. N'hésite pas également à mettre tes questions en commentaire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, partage cette vidéo à toute personne qui souhaite investir en immobilier ou même entreprendre de manière générale. C'est Florent de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao.